Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Malterie franco-belge? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Si une demande spéciale d'un abonné Top Premium, je rappelle que le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo ainsi que la Top Newsletter où vous recevez généralement ici des analyses sectorielles gratuitement. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous abonner massivement. OK. So, ici. En termes de revenus, ici, nous avons à peu près une entité sur les 10 dernières années. Bon, c'est pas trop ça. Je constate qu'on a une croissance de revenus ici sur à peu près depuis 2021. Pourquoi? C'est la question qu'on devrait se poser. Est-ce que c'est durable? C'est la question également qu'on doit se poser. Est-ce qu'on a fait une acquisition, etc. Parce que quand je vois ça ici, c'est pas une entreprise qui a l'habitude d'avoir ce genre de croissance-là. En tout cas, elle n'a pas l'habitude de générer une croissance aussi élevée en si peu de temps. Mais qu'est-ce que je raconte? En 2010, en 2013, en 2020, en 2019 et 2020, 2022. Il n'y a pas un certain cycle ici, quelque part, dans ce genre d'entité-ci? En tout cas, j'ai l'impression que ce qui a affecté l'entreprise ici à cette période, c'est peut-être la même chose en date d'aujourd'hui. OK, donc on aura tendance également à redescendre un tout petit peu sur terre. Dans tous les cas de figure, il faut que je questionne cette croissance. D'accord? Il faut que je questionne cette croissance. Je pense que c'est plutôt une entité ici qui aura tendance à avoir des bénéfices nets, des revenus assez stables. Est-ce que les marges brutes sont élevées? On a des marges brutes assez décroissantes ici. Et j'espère que j'ai la bonne information. Et ça, je n'aime pas ça parce que si on a des marges brutes qui sont de près de au mois de décembre 2022, parce que voilà, je n'ai pas plus d'informations que ça, on a à peu près 0,52%. Et 0,52% de marge brute, ça veut dire quoi? En termes de net income, on aura presque rien du tout. Alors, je pense qu'il y a un problème ici. Alors, donc, je vais juste faire ceci. Je vais mettre ça annualisé. On a quoi? Les datas s'arrêtent quand? Au mois de juin. Alors, je pense que ça va être assez compliqué ici pour obtenir les... Voilà. Donc, en net income, on n'a pas des datas assez correctes. En EBITDA ici, c'est le problème parce que c'est une petite entité également. Je ne pense même pas que les volumes soient assez élevés. Donc, ici, on a des EBITDA ici aux alentours de combien? En moyenne, on a à peu près du 7-8% par là. Aujourd'hui, en tout cas au mois de décembre ici, on était à peu près à combien? Ça, c'est mois de juin. Au mois de décembre, on était à combien? Mois de décembre, on était à moins 1,92. Et déjà, moins, c'est pas beau. OK? Donc, ici, on va juste vérifier la médiane. OK? 8%. Alors, en termes de nombre, au niveau du nombre d'actions ici, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Il est plutôt stable. 495 980. Donc, disons 496 000 actions. Pas grand chose. Est-ce que les net income ici, on a vu ici que les net income ne représentent pas trop, ne donnent pas une très bonne information. Les free cash flow, est-ce qu'on en a ici? On n'a même pas d'informations par rapport à ça. C'est pas qu'il n'y a pas de free cash flow, mais c'est peut-être également parce que là, voilà, les datas ne sont pas assez, on n'a pas assez de data pour cette compagnie-ci, même si elle est cotée en bourse depuis très longtemps. Semble-t-il que la taille également peut jouer, ou bien comme c'est une compagnie française également, les entités de petite taille, je ne sais pas, on a souvent du mal à voir les datas ici au niveau de Coifin. D'accord? So, qu'est-ce qu'on peut encore rajouter? C'est la dette nette. Le niveau de dette nette ici est de combien? Presque pas de dette nette, 1 420. Donc, c'est le genre d'entité, sérieusement, pour l'analyser, il faut vraiment lire les rapports financiers. En fait, il faut en primeur, ça ne sert à rien de le faire sur Coifin même. Je pense on pourrait rater des choses ici. OK? Donc, faites attention, prenez ceci avec des pincettes comme d'habitude. Donc, ici, au niveau ici de comment est-ce que je vais donc l'évaluer? Alors, je pense que je vais utiliser ici la valeur d'entreprise sur le revenu. D'accord? La valeur d'entreprise ici sur EBITDA. Et je vais essayer de voir combien est-ce que le marché paye généralement pour ce business. Si je vois que valeur d'entreprise sur EBITDA, le marché paye généralement 18 fois les EBITDA ici pour cette compagnie. Enfin, sur les derniers mois, je vais regarder la médiane. OK. La médiane aux alentours de 8 fois les EBITDA ici sur les 20 dernières années. Mais à peu près, on constate que depuis 2017, donc sur les 10 dernières années, à peu près, on est à 12 fois les EBITDA. Sur les 5 dernières années, 14 fois les EBITDA. Je ne paye pas plus de 10 fois les EBITDA. OK. Et je vous ai déjà dit ici qu'allez-y regarder le livre Deep Value. Deep Value, d'accord, de Tobias Carlyle. Il parle de la valeur d'entreprise sur EBITDA à ce niveau-là. OK. Vous pouvez également prendre la valeur d'entreprise sur EBIT si vous voulez. Donc, ce que je vais faire, c'est ceci. Le revenu actuel, il est de 121 millions. Je ne sais pas s'il est durable ou pas. OK? Je vous dirais même que j'aurais même peur de dire que c'est assez durable. Donc, je vais d'abord mettre la médiane ici.
On va normaliser les résultats. D'accord? So, 1. Ce serait d'abord une bonne chose d'être au-dessus de 93 millions. Donc, je prends 93 ici. On a vu ici que l'EBITDA ici moyen est de 8%. OK? 8% de ce montant-là, c'est 7 440 multiplié par 10 fois les EBITDA. D'accord? 10 fois les EBITDA. On arrive plutôt à une valorisation aux alentours de 74 millions. Est-ce que c'est possible? Aïe, ça c'est un gros point d'interrogation. Donc j'avoue que j'ai du mal à tirer quelque chose d'assez positif sur cette compagnie-ci. Au mieux, je pourrais faire ceci. Je pourrais regarder les résultats ici, comme ça. On normalise, ça nous donne à peu près 8. On a à peu près 8 millions ici. On va faire simple. 8 millions ici, le marché paye jamais combien de fois les bénéfices. Les EBITDA ici payent jamais aux alentours ici de 15, 13 fois les valeurs d'entreprise sur EBITDA. Moi, je vous ai dit que je ne prends pas plus de 10 fois. OK? Je ne paye pas plus que 10. D'accord? Donc, pour moi, je l'attendrai à 80 millions par là. Donc, ce qui veut dire qu'au prix actuel, je ne paierai pas le montant qui est demandé en date d'aujourd'hui. Et quand on regarde même les net income ici, d'accord, en normalisant un tout petit peu, on va juste normaliser les net income. Admettons, on est à peu près 18 millions, n'est-ce pas? Le 18 millions ici, on me demande de payer 282 millions, disons 283 millions ici, une entreprise qui pourrait rapporter en moyenne 18 millions par an. Ça représente à peu près 15,72 fois les bénéfices. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. La médiane de EBITDA ne peut pas être inférieure à net income. Est-ce qu'on n'a pas d'éléments exceptionnels ici à chaque fois reconnus dans les revenus, dans les bénéfices, au niveau des bénéfices nets? Parce que je ne comprends pas trop la façon dont c'est calculé ici. Après, comme d'habitude, quand je ne comprends pas quelque chose, ça m'énerve. Il va falloir que j'avais pas l'intention d'aller regarder les rapports financiers ici, mais on va regarder le rapport annuel ici de 2022, communiqué des résultats, 2021-2022, histoire de voir à peu près qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Les ventes, résultats opérationnels, net part du groupe. OK. Pourquoi est-ce que la net part du groupe est plus élevée? Est-ce qu'on a des investissements dans d'autres entités ici? La cote par la société mise en équivalence, société compagnie Intermalterie et ses filiales s'établit à 1. OK. Donc on a des intérêts dans d'autres entités ici. Dès qu'on reçoit des dividendes ou des choses comme ça, c'est la raison pour laquelle cette compagnie-ci, l'EBITDA ici ne représente pas vraiment, c'est pas la bonne manière d'évaluer peut-être cette compagnie-ci. Le net income pourrait peut-être nous donner une meilleure information. Donc oubliez tout ce que je vous ai dit précédemment ici. Si on a des investissements dans d'autres entités qui nous reversent par exemple des dividendes, etc., ce qu'on va faire, même si ça ne fait pas partie du day-to-day de la compagnie, toujours à prendre avec des pincettes ici, le net income moyen ici, on reçoit à peu près combien par an pour cette compagnie-ci? On est à peu près sur les 10 dernières années, on reçoit à peu près 18 millions. D'accord? Actuellement, c'est 14 millions. Déjà, pourquoi? Si je prends le 18 millions ici, il va falloir que l'entreprise, on justifie la raison pour laquelle on est de 14 millions en date d'aujourd'hui. Il faut faire très attention ici. Est-ce que je ne vais pas plutôt prendre un chiffre aux alentours de 13, 14 millions? Gardons même le 14 millions pour faire simple. 14 millions ici, c'est un business qu'on va payer à combien de fois les bénéfices généralement? Je ne sais pas si elle a un pricing power, ok, ou bien quelle activité elle mène ici. Vu la taille, consumer staple, etc., j'aurais du mal à payer plus de 20 fois les bénéfices. Et encore, à 20 fois les bénéfices, il faut même qu'on ait une compagnie en pleine croissance. Donc, j'opterais même pour 17 à 15 fois les bénéfices. OK? Donc, je vais même être gentil, je vais mettre 17 fois les bénéfices. OK? Mais toujours réfléchir en termes de rendement de toutes les façons. On sera à 238. Donc, au pire des cas, je dirais qu'on a une compagnie qui est correctement évaluée ici. D'accord? On me demande de payer à 480 millions ici une entité qui pourrait. 283 millions ici une entité qui pourrait me rapporter à peu près une quinzaine de millions par an. D'accord? Ça représente un rendement potentiel de combien ici? De 5%. Donc, pour moi, le prix n'est pas exceptionnel en date d'aujourd'hui. OK? Elle s'est négociée à 20 fois les bénéfices. Je ne vois pas une énorme croissance non plus. Ça a l'air de quelque chose d'assez cyclique ici. Mais attention, c'est peut-être également une entité qui investit dans d'autres entités ici. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle on a des bénéfices nets qui sont plus élevés que des EBITDA. Donc, c'est une entité ici elle n'est pas facile à analyser quantitativement. Il faut vraiment lire les rapports financiers ici. Donc, apprendre avec des pincettes. Je pense que ce qu'on va retenir ici pour cette compagnie-ci, c'est 1. Séparer la partie opérationnelle. D'accord? Donc, le 121 millions en question, quand on enlève les charges, etc., il nous reste combien en termes de bénéfices nets? Et séparer également la partie qui provient des dividendes ici. OK? Si on reçoit des dividendes ici de d'autres entités, etc.,
il faut également aller vérifier ces entités-là, c'est quoi exactement? Elles se négocient jamais à combien? Quelle est la valeur de nos actifs? Quelle est la valeur de nos... quelle est la valeur ici de nos placements, de nos actions, de notre actionnariat auprès de ces entités-là? Et encore, je parle comme ça dans le vide, je ne connais pas cette compagnie-là. Ok, c'est ce que je peux voir ici, parce que quand je vois certaines choses qui sont incohérentes, ça me force à poser d'autres questions derrière. Ok, donc on pourrait également aller regarder les actifs tangibles net par action ici. On a un tangible book value qui augmente. Là, par contre, ça peut être assez intéressant. Si on a un tangible book value ici qui augmente de plus en plus, peut-être apprécier la valeur de cette compagnie ici va dépendre des actifs tangibles net par action. On est à 491 millions ici. On a tendance, ces actifs tangibles net là ont tendance à augmenter année après année. Donc, on peut se dire ici que le prix n'est pas, l'entreprise est correctement évaluée. OK? En plus de ça, on a un soutien ici des actifs tangibles net par action. OK? Les actifs tangibles net par action en question sont majoritairement constitués de quoi? Voilà une question qui me... Est-ce que c'est majoritairement constitué ici de bâtiments, de cash, des choses comme ça? Bref, ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur. Il me semble que Philippe de la chaîne Finance Academy a déjà parlé de Malterie franco-belge. En tout cas, je ne connais pas cette entité-là et ça peut être intéressant d'aller regarder en profondeur. Faites attention de la regarder pas quantitativement. Ça arrive, vous risquez d'avoir une mauvaise information. Ça ne vous donne pas toute l'information ici, d'accord? Je pense même que ça ne rend peut-être pas justice à cette compagnie-là. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Mon rôle n'est pas d'aller regarder ça pour vous, hein, d'accord? Je pose juste les questions quantitativement. J'avais prévu de faire une vidéo de 5 minutes ici et là, je me retrouve en train de parler pendant 12 minutes pour une entreprise que je ne connais pas. Mais c'est intriguant. Il y a beaucoup de questions à poser ici. Dans tous les cas de figure, ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme je l'ai mentionné ici, cette compagnie, c'est tellement intriguant je pense que je vais aller fouiller moi-même, d'accord? Je ne sais pas si on va en reparler ici, mais dans tous les cas de figure, si ça vous intéresse, allez-y regarder. Il y a quelque chose qui se passe dans cette compagnie. Je ne sais pas quoi exactement, mais c'est assez intriguant. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir, d'accord? Et n'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter où on partage généralement ici des analyses sectorielles. C'est toujours intéressant. Merci.